Vous vous êtes déjà senti emporté par une foule dans un stade, dans une gare. Pour vous, c'est une expérience sociale. Pour un physicien, c'est un système dynamique complexe fait de particules actives. Vous. Mais contrairement aux atomes, les humains anticipent, hésitent, s'imitent. Comment modéliser ces mouvements pour éviter les bousculades tragiques ou pour fluidifier nos villes? Pour décrypter la mécanique secrète de nos déplacements collectifs, voici Cécile Appert-Roland, physicienne directrice de recherche au CNRS, qui échange tout de suite avec Nathan Taki, journaliste au Point. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Bonjour Cécile et merci à tous d'être venus très nombreux. Alors avant qu'on commence, est-ce que vous pourriez juste me dire pourquoi vous avez choisi d'étudier les mouvements des foules? Oui, alors tout d'abord, merci Nathan et toute l'équipe pour l'organisation de ce dialogue. Donc oui, moi j'aime travailler sur des objets sur lesquels je peux avoir une expérience sensorielle. Donc j'ai commencé à travailler sur les fluides. Nous vivons dans des fluides. Puis je me suis intéressée au trafic routier. Et par l'opportunité de collaboration, j'en suis venue aux foules. C'est un domaine, ou aux piétons en général, disons, c'est un domaine qui m'intéresse parce qu'il implique du travail interdisciplinaire. Donc j'ai pu travailler avec des mathématiciens, des informaticiens, des éthologues, des psychologues, des ingénieurs de la sécurité, etc. Donc c'est très... Et justement, donc, pourquoi c'est important de comprendre les mouvements d'une foule et quelles sont les applications concrètes de vos travaux? Alors, il y a beaucoup de... La première application qui souvent vient à l'esprit, c'est de concevoir un bâtiment. On peut impliquer des échelles très différentes. Ça peut être concevoir un quartier, une gare multimodale, un bâtiment, mais ça peut être aussi un quai de gare. Pour commercialiser un bateau, par exemple, vous avez besoin de prouver que vous pouvez l'évacuer en un certain temps. Donc, il y a aussi des logiciels validés pour faire ces tests. Une autre application que j'ai découverte en travaillant avec des gens d'informatique graphique, c'est les applications aux jeux vidéo, au cinéma. Il y a besoin de dynamique piétonne ou de foule virtuelle. Donc ça, c'est un très gros marché. Et je voulais mentionner que la recherche s'est focalisée beaucoup sur des foules peu denses, des interactions entre quelques piétons, en particulier parce que c'était plus facile de suivre le mouvement des piétons lorsqu'il n'y en a pas trop. Et maintenant, il y a vraiment un effort pour aller vers les foules denses. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience des pouvoirs publics que quand on organise un gros événement, il faut penser au mouvement des foules. Et donc, on essaye, dans nos travaux de recherche, d'aller comprendre des foules de plus en plus denses. Justement, historiquement, quand on observe une foule dense, à quoi la comparions-nous? Alors, il y a plusieurs façons de la concevoir, mais disons, pendant assez longtemps, il y a eu cette croyance, je peux dire maintenant, que à partir du moment où on a des contacts physiques, que finalement nous sommes plus ou moins comme des grains et qu'on pourrait nous assimiler à de la matière granulaire. Donc, nous, on a voulu explorer un petit peu cette hypothèse-là. Et justement, comment on fait pour observer cette hypothèse? Comment vous avez essayé de démontrer que cette hypothèse était potentiellement fausse? Alors, il y a une expérience qui est très classique en milieu granulaire. Vous prenez une couche de grains et vous faites passer un obstacle et vous mesurez la déformation autour de l'obstacle. Donc nous, on a voulu faire la même chose avec des piétons. Donc si la régie peut envoyer les slides, je pense, ou alors c'est à moi. Voilà, la première. Donc ça, c'est une expérience qu'on a fait à Paris-Saclay. Il y a peut-être dans la salle des gens qui ont participé. Donc c'est une foule statique. On a fait varier la densité et fait passer un cylindre dans cette foule. Voilà. Et alors, qu'avez-vous découvert des déplacements d'une foule quand elle est traversée d'un objet? Alors, d'abord, je vais vous préciser ce à quoi on s'attendait avec cette idée qu'on était comme des grains. Si vous imaginez votre table de petit déjeuner avec des miettes, vous poussez avec le doigt, les miettes vont être déplacées dans le sens du mouvement du doigt avant de repasser sur les côtés. Pour les piétons, on a trouvé quelque chose de très différent. Les piétons font un mouvement latéral avant que le cylindre arrive, et une fois que le cylindre est passé, ils reviennent.
ce qui fait qu'au lieu d'avoir les fortes densités devant le cylindre, on les a sur les côtés. Et ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. Et justement, qu'est-ce que ces expériences révèlent de l'anticipation des piétons? Quel rôle joue l'anticipation dans notre comportement collectif? Alors voilà, quand on a commencé à voir ce comportement, on s'est dit l'anticipation doit jouer un rôle. Et donc, on avait des collègues en Argentine qui étaient prêts à refaire l'expérience. Et donc, on leur a demandé non seulement de refaire ce qu'on avait fait, mais d'en faire un peu plus. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on voit à l'écran. Là, c'est un champ de densité, c'est-à-dire qu'on a moyenné l'occupation par les piétons autour du cylindre pour avoir un champ de densité. Donc, les zones claires sont peu occupées et les zones foncées sont très occupées. Donc, ce qu'on voit, c'est... Alors, regardons déjà l'image de gauche qui a été faite en France, en Argentine, et on trouve la même chose à des densités très différentes. On voit un sillage derrière le cylindre, mais on voit aussi un vide devant le cylindre. Donc ça, on l'attribue vraiment à l'anticipation. Et les personnes font un pas de côté pour se mettre sur le côté, laisser passer le cylindre. Donc on a ces très fortes densités sur le côté du cylindre. Pour tester cette idée d'anticipation, on avait dans cette première expérience des piétons orientés dans la direction où venait le cylindre. Donc, ils avaient toute l'information disponible pour voir arriver le cylindre. On peut aussi faire une orientation aléatoire. Donc là, tout le monde n'a pas autant d'informations. Certains l'ont plus tard. Et puis, en Argentine, donc ils ont essayé de faire des expériences en disant aux gens, mais n'anticipez pas. Mais c'est trop fort, les gens ne peuvent pas s'en empêcher. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est de les mettre dos au cylindre et de leur dire de ne pas anticiper. Et là, ce que vous voyez donc sur l'écran sur l'écran à droite, c'est que la surdensité se retrouve devant. Donc, on est dans le cas du granulaire. En fait, on retrouve le comportement granulaire quand on supprime l'anticipation. Et dans le cas du milieu, vous voyez qu'on est un peu dans un cas intermédiaire où le vide devant le cylindre commence à se refermer un peu. Et alors, comment est-ce qu'on modélise l'anticipation quand on est scientifique, mathématiquement? Comment ça se passe? Alors, notre première idée, ça a été de regarder s'il y avait des modèles qui existaient, qui pouvaient reproduire ce qu'on avait observé. Et on n'en a pas trouvé, pour une raison en fait très simple, c'est que les modèles basés à Jean, en général, ce qu'ils veulent, c'est éviter les collisions entre piétons. C'est le but du modèle. Or là, quand les gens font un pas de côté et se serrent pour laisser passer le cylindre, c'est comme s'ils provoquaient la collision. Donc évidemment, les modèles classiques basés à Jean ne pouvaient pas faire ça. Il faut que, pour que ça se justifie de se serrer comme ça, c'est que les piétons ont anticipé qu'au total, ça sera rentable parce que si on se pousse sur le côté, on va laisser passer le cylindre plus vite et ensuite on pourra revenir. Donc au lieu d'anticiper comme les modèles classiques seulement jusqu'à la prochaine collision prévue, il faut anticiper bien au-delà. Et donc on a choisi, en discutant avec un collègue de Paris-Saclay, Denis Hulmeau, d'utiliser les jeux à champ moyen. Donc dans jeu à champ moyen, il y a jeu. Un jeu, il faut qu'il y ait de la compétition. Donc ici, c'est de la compétition pour l'espace. Si je suis ici, personne ne peut être à cet endroit-là à ma place. Et puis, il y a des stratégies. La stratégie, c'est mon déplacement. Comment est-ce que je vais choisir de me déplacer? Et je vais chercher à optimiser un coût. Ça, c'est la façon mathématique d'écrire ce que je veux. Et dans ce coût, on va mettre que je n'aime pas être serré, être dans des zones à forte densité et que je ne veux pas trop me déplacer. Et donc, chaque piéton va optimiser sa trajectoire en essayant de prévoir l'avenir, c'est-à-dire en prévoyant ce que ça va lui coûter pour lui, mais aussi ce que vont faire tous les autres. Donc, c'est basé sur l'hypothèse que je peux deviner ce que vous allez faire parce que si j'étais à votre place, je ferais ce que vous allez faire.
voilà, qu'on fonctionne un peu tous pareil. Il y a une hypothèse derrière. Et justement, quels sont les défis techniques que vous rencontrez pour résoudre ces équations qui, j'imagine, sont assez complexes? Alors effectivement, on tombe sur une structure d'équation un peu particulière. En général, quand on a une évolution ou de la mécanique, on a des équations qui vont du passé vers le futur. Ici, on a deux équations couplées. L'une qui va dire comment évolue la densité de piétons, qui va du passé vers le futur, comme d'habitude. Mais l'équation qui me dit ce que ça va me coûter en termes d'inconfort, d'énergie pour me déplacer, etc., elle part du futur et elle revient dans le passé. Et donc ça, le fait d'avoir deux équations qui se propagent dans le temps en sens opposé, c'est quelque chose qui complexifie la façon de résoudre le système. Donc, oui. Et alors, est-ce que vous pourriez nous dire si ces nouveaux cadres mathématiques, ces jeux à champ moyen, ont permis de reproduire les comportements observés dans l'expérience réelle? Alors, oui, si je vous en parle, c'est que ça a marché. Donc, je vous montre. Donc, là, on a pris le modèle vraiment le plus simple de jeu à champ moyen qui avait déjà été proposé par des mathématiciens et on l'a adapté à notre cas. Donc, ce que vous voyez sur la gauche, c'est le profil de densité qu'on prédit si on anticipe sur un temps infini, bon, en fait, sur le passage du cylindre. Et donc là, on retrouve bien ce comportement de mouvement latéral avec un trou qui se forme devant le cylindre et des surdensités sur les côtés. Mais on peut aussi introduire un paramètre qui permet de faire varier le degré d'anticipation, à combien de temps j'anticipe. Et donc, si j'anticipe, alors celui du milieu, ça doit être à peu près 6 secondes. Là, je commence à avoir le vide devant le cylindre qui se referme. Et le dernier, on avait vraiment mis un tout petit, on anticipait à 0,2 secondes. Et là, on retrouve le comportement granulaire. Donc, avec un seul paramètre qu'on varie, on peut reproduire l'ensemble des comportements observés expérimentalement dans la foule, ce qui nous conforte dans les hypothèses qu'on avait faites, puisque ces modèles sont basés sur l'inclusion de l'anticipation. Voilà. Sur l'IA, à quoi est-ce qu'elle pourrait nous servir dans vos recherches à l'avenir, que ce soit pour les modèles mathématiques ou pour les expériences? Voilà. Alors, l'IA, je vois 3 façons dont elle peut intervenir. Très concrètement, là, par rapport au problème dont je vous ai parlé, il y a pas mal d'essais de résoudre ce système d'équations qui se propage en sens inverse par IA, donc par ce qu'on appelle les PINS, les Physics Informed Neural Networks. De mon expérience et de ce que j'en ai vu, ce n'est pas encore tout à fait au point. Il va falloir encore faire des progrès là-dessus. Donc pour l'instant, on utilise plutôt des méthodes classiques pour les résoudre. Par contre, l'IA a été vraiment, c'est un domaine où l'IA a eu un apport fondamental pour acquérir des données en milieu réel. Parce que jusqu'à 10-15 ans, la seule façon de suivre une trajectoire de piéton, on pouvait le faire dans les expériences. Vous avez vu que dans mon expérience, les gens avaient des chapeaux un peu spéciaux. Alors, selon les expériences, ça va être des capteurs, des tas de choses qu'on peut mettre ou des tags sur le crâne. Donc, dans une expérience, on peut équiper les gens et faire du suivi. Mais dans une foule réelle, vous ne pouvez pas. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le seul moyen de récupérer une trajectoire de piéton, c'était de faire du pointage manuel. Et là, avec l'IA, ça a vraiment changé la donne. Maintenant, on peut traiter des très grands nombres de données, extraire des trajectoires. Alors, la fiabilité n'est pas toujours à 100%, mais au moins, on a des données. Et ça a vraiment changé le rapport au domaine. On a des jeux de données qui arrivent et c'est un domaine qui, du coup, est en pleine expansion. Et puis la troisième application, ça serait de s'en servir pour faire des modèles. Alors des modèles comme en fait l'IA, c'est-à-dire c'est une boîte noire. On lui donne beaucoup d'exemples et puis elle apprend comment se déplace un piéton. De ce que j'ai entendu, il y a effectivement des compagnies qui utilisent ça pour faire des études. Et dans certains cas, ça donne vraiment des très bons résultats. Mais encore une fois, ça n'apporte pas de compréhension sur comment ça marche.
Et donc, nous, en tant que chercheurs, on préfère être dans une démarche où on va essayer de comprendre quels sont les mécanismes sous-jacents. Quelles sont les prochaines études que vous allez faire à ce sujet? Quelles sont actuellement la recherche sur les foules à haute densité? Où est-ce que vous en êtes dans la recherche? Quels sont les travaux actuels? Alors, bon, dans notre équipe, nous allons continuer sur les jeux à champ moyen. Là, je vous ai montré un exemple et je vous ai dit ça marche très bien. Mais on s'attend à ce qu'il y ait des domaines dans lesquels ça marche moins bien. C'est par exemple quand il y a un passage de porte, donc tout ce qui est prise en compte de la granularité des piétons. Et ça, bon, voilà, on a une thèse qui démarre pour prendre ça en compte. Il y a d'autres personnes qui vont étudier, par exemple, la stabilité Un des problèmes dans les foules denses, ça peut être les chutes. S'il y a des chutes, c'est très dangereux. Donc, il y a des études en Allemagne en particulier... alors c'est pas spécialement notre équipe, hein, mais qui vont étudier comment on récupère l'équilibre quand on a été poussé dans une foule dense, des choses comme ça. Les forces qu'on subit dans des foules aussi, d'autres équipes françaises étudient ça dans des festivals. Voilà, qu'est-ce qu'on subit physiquement dans une foule. Juste pour un petit point clair, qu'est-ce que vous appelez une foule dense? Est-ce que c'est à quel nombre de personnes on a par mètre carré? C'est quoi une foule dense concrètement? Alors, moi, je mets le seuil un petit peu à 2 personnes par mètre carré parce qu'on commence à avoir vraiment des interactions multiples là, mais on n'a pas encore de contact physique. Dans les expériences, ce qui nous a beaucoup étonnés, c'est qu'on avait le même comportement, donc à 2 personnes par mètre carré ou à plus de 6 personnes par mètre carré. Alors, 6 personnes par mètre carré, c'est vraiment le métro aux heures de pointe quand vous êtes serré. Et donc, on peut avoir, oui, des foules, même jusqu'à 8 dans des événements. Mais alors là, au-delà de 6, je dirais, faut quand même, ça devient dangereux, quoi. Donc, on ne peut pas en particulier faire des expériences n'importe comment à des densités trop élevées. Je ne sais pas si on pourrait peut-être passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? On va vous faire passer un micro. Qui se lance? Faites-nous signe. Monsieur devant, monsieur aussi. Il y a plein de questions qui émergent. On fait faire du sport à nos hôtes et hôtesses. On va commencer avec vous, monsieur. On va vous donner un micro. Je vais vous demander de vous lever, de vous tenir sur un pied. Non, je plaisante. Juste vous levez, ça ira. Bonjour. J'aurais une question concernant la communication au sein des foules. Est-ce que ça fait partie des choses que vous avez pu commencer à travailler et voir comment ça affectait les mouvements de masse, le fait que les différents éléments d'une foule puissent communiquer entre eux? Alors, oui, il y a la communication entre les personnes et plus généralement l'information dont disposent les personnes. Et effectivement, dans les cas en particulier d'accidents, souvent il y a un problème d'information. Les gens qui pourraient faire quelque chose n'ont pas l'information qu'il faudrait qu'ils aillent dans une autre direction, tout ça. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on veut avancer. C'est une des pistes d'intégrer des... voilà. L'anticipation, elle est permise aussi quand on a l'information. Comme à quels endroits, par exemple, est-il plus judicieux de donner de l'information en cas d'évacuation, des choses comme ça. Après, il y a aussi des études quand il se passe quelque chose, il y a un incendie, donc les personnes ne savent plus quoi faire. Et il y a des études qui montrent comment certains deviennent leaders en donnant de l'info, en entraînant d'autres personnes. Donc ça aussi, c'est un autre aspect qui pourrait être regardé. Voilà. Mais dans notre équipe, oui, on ne regarde pas forcément spécifiquement ces cas d'urgence, mais c'est une piste intéressante. Et je pense que c'est un paramètre très important, effectivement. Il y avait une autre question devant. Oui, monsieur, et ensuite ce sera monsieur avec l'écharpe. Est-ce que vous avez constaté, je ne sais pas si c'est le domaine de votre étude, des différences de comportement entre les pays? Je vous cite un exemple. J'ai constaté qu'au Japon, où je vais assez souvent, quelqu'un qui veut traverser une foule, il y a beaucoup de foules au Japon, hein, il ne va pas se poser de questions, il va foncer à travers la foule, et apparemment ça se passe comme ça. En France, les gens sont un peu, je dirais qu'ils vont y aller doucement. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai eu cette expérience de voir une foule au Japon arriver. On appréhende en tant que Français, et en fait, effectivement, on rentre comme dans du beurre.
Alors, en général, je n'ai pas d'études générales. Il y a eu des études comparées sur des écoulements longitudinaux, donc c'est-à-dire où on met les gens en file et on regarde comment ils se suivent les uns les autres. Et donc, on voit des très légères tendances. L'expérience avait été faite en Allemagne, en Inde et en France. Mais honnêtement, ça reste du second ordre. C'est-à-dire que... Alors, il peut y avoir des effets de taille de personnes, mais pour l'essentiel, la locomotion, elle est quand même assez générale. Et donc, la dynamique des piétons est quand même pas mal motivée par la façon dont on marche. Voilà. On va prendre votre question, monsieur. Oui. Merci beaucoup déjà. Et je crois que ma question, vous avez commencé à peu près à y répondre, monsieur ici devant. Je me demandais si vous partiez plutôt du postulat qu'au sein même d'une foule, toutes les personnes se comportent de la même manière, ou si plutôt il y a des personnes qui ont tendance à mener, à prendre l'initiative, d'autres qui attendent les autres, etc., etc. Des personnes qui refusent de se décaler, des personnes qui se décalent volontiers. Donc il y a cette différence-là à l'échelle individuelle, disons. Et si c'était des pistes, voilà. Oui, alors c'est une très bonne question qu'on peut peut-être un petit peu généraliser en disant est-ce que nos expériences reproduisent la réalité? Parce qu'en fait, c'est un cadre un peu spécial, hein. Les personnes viennent pour faire une expérience. Et en particulier, quand vous faites une expérience, en général, vous êtes considéré comme un individu. Et à part s'il y a un protocole qui le prévoit, les gens ne se parlent pas entre eux. Donc, effectivement, c'est un peu spécial. Notre modèle suppose qu'on peut se mettre à la place de l'autre pour prédire ce qu'il va faire, c'est-à-dire mathématiquement qu'on optimise la même fonction de coût. Mais on peut imaginer qu'il y ait effectivement des différences. Alors, il y a une première différence qui est le fait de marcher en groupe. Ça, en fait, dans les vrais écoulements, c'est quelque chose qui se produit. Et il y a pas mal d'études là-dessus. Comment se déplace un groupe de 2, de 3, sur des quais de gare, par exemple, il y a eu vraiment beaucoup de mesures. Les personnes, quand elles ont la place, marchent côte à côte, puis se mettent l'une derrière l'autre, etc. Moi, j'ai perdu le fil. Vous avez été emporté par la foule de vos pensées. Exactement. C'est beau. On va prendre une dernière question, c'est pas grave. Ça y est, j'ai retrouvé. Ah. Juste pour revenir à cette histoire d'obstacles, par exemple, j'ai pu voir récemment, il y avait une vidéo avec du tracking de piétons dans un grand rassemblement, et il se trouve qu'il y a une civière qui est passée. Donc là, on a pu voir que dans un milieu naturel, on retrouvait le même comportement de déplacement latéral, d'accumulation sur les côtés. Donc ça, voilà, ça nous conforte que c'est pas juste une vue de l'esprit. Vraiment la dernière question, on vous écoute, monsieur. On va vous, ça va marcher. Allez-y, allez-y. Merci beaucoup pour l'interaction et pour la présentation. Moi, j'avais une question par rapport aux fonctions de coût que vous avez citées. Dans les fonctions de coût, vous avez parlé de la densité. Et la deuxième dimension, c'était le temps ou le temps passé pour atteindre un point, c'est ça? Ou la vitesse? La vitesse. La vitesse. Il y a une pénalité sur la vitesse. Oui, en fait, je ne sais pas si vous avez testé d'autres fonctions de coût. J'imagine que oui. Et en particulier, est-ce que l'estimation du temps à destination n'est pas aussi quelque part dans la fonction de coût quelque chose qui pourrait être intéressant? Et puis, comme le disait monsieur, peut-être aussi des coûts distincts entre personnes, certains privilégiant un peu de densité, d'autres plus de vitesse. Mais en fait, on voit souvent dans les foules, on voit souvent des gens qui font des détours assez importants. Alors évidemment, à ce moment-là, leur vitesse est beaucoup plus grande, pas forcément leur temps d'arrivée. Et donc, voilà, est-ce que vous avez travaillé sur d'autres fonctions de coût? Alors, oui, c'est une très bonne remarque. Effectivement, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Nous, on a regardé, donc, déjà, il y a une difficulté mathématique. Hein. Dès qu'on change quelque chose, il y a plein de choses qu'on ne sait plus faire, donc on le fait prudemment. Mais des situations qu'on voudrait regarder, c'est par exemple l'évacuation d'une pièce. Vous allez prendre la sortie la plus proche, sauf si vous anticipez que ce groupe qui est là va vous boucher la sortie. Et donc, vous allez faire un détour. Ça, on peut très bien le décrire par ce genre de modèle. On met
un coût terminal pour, en quelque sorte, récompenser les piétons qui ont réussi à sortir. Alors, on peut le faire de plusieurs façons pour les inciter à sortir ou à sortir le plus vite possible, etc. Mais on peut voir ces effets, que finalement, les gens acceptent de payer le coût de la vitesse parce que ça va les faire arriver plus vite à leur but ou des choses comme ça. Donc oui, il y a plein de façons de modéliser. Donc ça, là, effectivement, on a pris une façon qui marche pour cette expérience assez simple où la foule est statique. Donc il n'y a pas ce problème de déplacement. Mais sinon, vous avez tout à fait raison. Merci encore, Cécile Appert-Roland. On vous applaudit. On se retrouve dans quelques instants. Il sera question de guerre invisible, stratégie de défense face aux menaces cyber et informationnelles. Il y a de nombreuses personnes qui attendent, donc je vous demanderai de façon assez fluide de laisser place si vous n'avez pas pris de billet pour cette session-là. Merci beaucoup, à tout de suite.